Tard, ces manuscrits ont été découverts. Bonjour, bonjour, bonsoir. Je suis toujours un peu malade, mais ça va mieux. Moi, je vais vous parler d'une chose très intéressante aujourd'hui, ce soir. Caméra fonctionne, impeccable. Bien, écoutez comment je vais débuter la chose. Cette semaine, j'étais dans le RER et j'étais assis. Et à Nation, il y a quelqu'un qui monte, qui s'assoit en face de moi. Quelqu'un qui monte, qui s'assoit en face de moi et c'était un juif, traditionnaliste et il sort un gros volume, un gros bouquin de sa sacoche. Bon, il voulait faire un peu de lecture, bien évidemment, mais moi je n'ai pas pu m'empêcher de, heu, de l'aborder. Donc j'ai rien dit, je n'ai rien dit au départ. J'ai juste montré le bouquin et j'ai fait, «Waouh, il est épais, quoi». Il a ri et donc il m'a dit: «Oui, oui, en effet» et là, donc je l'ai, donc là, je l'ai abordé, quoi et comme ça, vraiment par curiosité, quoi. J'ai pas pu m'empêcher de le déranger et je lui ai dit: «Oui, c'est» donc je lui ai demandé: «C'est quoi comme livre?» et il me répond: «C'est le Talmud». C'est Talmud, je sais pas comment on prononce exactement. Talmud plutôt, je pense et il précise bien, c'est le Talmud de Babylone et donc moi je lui réponds, donc la version que vous avez, c'est la version, hébreu français. Il me dit il me rétorque directement: «Ah non, pas du tout, c'est une seule langue, c'est en une seule langue» et je lui dis: «Donc ça doit être de l'hébreu, c'est de l'hébreu donc?» Il me dit: «Ah non, pas du tout, c'est de l'araméen». Il me répond comme ça: «C'est de l'araméen». Parce que le Talmud de Babylone est écrit en araméen. Incroyable et il me précise bien que c'est la langue du Talmud. C'est la langue originelle. La langue originelle du Talmud, c'est l'araméen. Incroyable. Mais à vrai dire, en fait, oui, c'est étonnant. Mais moi, je le savais en vérité. Parce que comme, si vous m'avez écouté précédemment sur d'autres, interventions, j'avais dit que je ferais une étude, linguistique de la langue, des langues de l'Antiquité, de cette région du monde, le Moyen-Orient. Heu, et qui, bien, comme je l'avais expliqué, leur langue, autant celle de Jésus que de tous les habitants du Proche et Moyen-Orient, je sais pas, -3000 jusqu'à ce que l'araméen évolue en arabe. Vous voyez, c'est cette langue-là, là. C'est l'araméen qui a évolué en arabe. Ils parlaient tous cette langue-ci, en fait. Donc moi, je le savais parce qu'en fait, j'avais déjà creusé.
Vous voyez? J'avais déjà creusé. Je savais que la langue du Talmud, c'était l'araméen. Mais en fait, en vérité, c'est pas ça qui m'a étonné. Ce qui m'a étonné, c'est d'entendre ça de la part d'un juif, en fait, à vrai dire. Parce que, en fait, vous voyez, c'est ce dont on avait parlé. Comme je disais, jusqu'à aujourd'hui, il y a controverse sur quelle est la langue des manuscrits de la Mer Morte, les manuscrits de Qumran. C'est quoi leur langue? C'est quoi ça a été écrit en quelle langue? Vous voyez, il y a toujours controverse. Vous voyez, quand je parlais de ça, certains disent: «C'est de l'araméen», d'autres disent: «C'est de l'hébreu» et comme je l'avais expliqué, Pierre Rossi en parle dans son livre, qui dit: «Comme par hasard, ces manuscrits ont été découverts en 47-48 par un bédouin soi-disant dont on n'a jamais entendu parler. Salam, salam, crazy. Et hem et voilà, comme par hasard, en fait, ils ont découvert ces manuscrits de Qumran en 47-48. Donc Pierre Rossi, bon après, il a pas la preuve, vous voyez? Il est pas mais il dit quand même: «C'est étrange, c'est très étrange, quoi, qu'ils aient découvert ces manuscrits de la Mer Morte à cette époque-ci en disant: "C'est de l'hébreu"». Bonsoir Carole. En disant: «Bah, voilà, on a découvert une très, très, très ancienne Bible». C'est sûrement à l'époque, ils l'ont c'est pas sûrement, c'est ce qu'ils ont annoncé. Ils ont annoncé: «On qu'on a découvert une Bible qui qui serait sûrement la plus ancienne copie de la Bible retrouvée à l'heure d'aujourd'hui et c'est en hébreu». Donc là, tous les scientifiques du monde entier se ramènent. Après, bien évidemment, vous voyez, il y en a, ils sont tendance, on va dire, sionistes. Eux, ils vont dire: «C'est de l'hébreu» et les autres universitaires, mais du monde entier, hein, disent: «Bah non, c'est de l'araméen». Vous voyez? Donc il y a toujours controverse donc que si en fait, moi, je le savais donc en fait, le Talmud, improprement appelé Talmud, le vrai nom, c'est Guémara. C'est écrit en araméen. La langue du Talmud, c'est l'araméen, c'est pas l'hébreu. Ça a jamais été écrit en hébreu. Donc très étonnant même qu'un juif traditionnaliste me confirme ça, en fait. Et très sympa, hein, quelqu'un de très sympa, Lionel, voilà, je lui passe le shalom et et en fait, voilà, c'est incroyable. La langue du Talmud, c'est pas l'hébreu, c'est l'araméen. Mais regardez, ce qui est parce que là, je vais me baser sur des sources écrites et je vais profiter de cette rencontre, très sympathique avec ce juif, traditionnaliste pour vous parler de ça et parce que regardez et c'est incroyable, hein, mais regardez, hein, regardez comment ils sont, j'ai envie de dire. Regardez comment ils sont et donc ils voient que je connais le sujet parce que je commence à parler aussi. Vous voyez, moi j'essaie d'argumenter et avant même de d'argumenter, je lui dis juste: «Je peux te montrer un truc sur YouTube?» Il me dit: «J'ai pas YouTube». Il me dit comme ça: «J'ai pas YouTube et tout». Un peu, ouais, un peu gêné quoi: «J'ai pas YouTube et tout». Et je lui dis: «Bah, c'est pas grave, Google et tout». Il me fait: «Ah mais j'ai pas Google non plus». Pourtant j'ai vu qu'il avait un smartphone, vous voyez? Et comme il me voit un peu étonné, vous voyez, il veut quand même, il veut me montrer quoi. Donc il ouvre son téléphone, il fait: «Regarde, j'ai pas l'application YouTube» et il y avait quand même l'application Google parce que ça on peut pas le désinstaller, vous voyez? Il y aura toujours l'icône. Il clique sur l'icône Google et en fait ça fait, vous voyez l'installation en fait elle est pas là quoi, elle est pas installée. Vous voyez comment ils sont? En fait, il était dans une école rabbinique. Lui, c'est vraiment le juif traditionnaliste qui apprend, le Talmud, la Torah et tout ça et donc comme il me dit: «Le Talmud, en fait, ça s'étudie toujours à 2 et en fait, leur école, elle leur interdit d'avoir YouTube, d'avoir même Google sur leur téléphone». Vous voyez? Pour pas être influencé pour pas être, ouais, pour pas subir des influences extérieures, quoi, en fait. Ils veulent même pas qu'ils aient Google.
Oui, c'est incroyable, hein. C'est vraiment, vous voyez, c'est des voilà. On en pensera ce qu'on veut, ils sont comme ça. C'était juste une parenthèse. Et c'était possible pour rebondir sur, mes vidéos précédentes sur, cette vieille chèvre-là, vous voyez? Ça fait de l'islam conspirationniste, en veux-tu, en voilà, ça répète, à souhait, des thèses, conspirationnistes, des trucs qu'on entend depuis 10 ans, 15 ans sur internet, ça répète ça, vous voyez? Vous voyez l'internet? Comment ça voilà, bah, eux, ils veulent pas d'internet dans leur école. Les élèves, ils ont pas internet. C'est leur téléphone, leur smartphone, c'est, pour appeler, envoyer des SMS, GPS et puis voilà quoi, presque quoi. Vous voyez la chose? Bon, je ferme la parenthèse et moi je commence donc moi j'argumente en disant donc comme ce qu'il vient de me dire, je rebondis directement sur ses propos en disant donc c'est incroyable ce qu'il a dit. C'est incroyable même si je le savais, vous voyez? Mais c'est quand même incroyable de l'entendre de la part d'un juif et moi je dis: «Oui, en effet». Donc par exemple, donc je commence par Jésus en disant: «Voilà, Jésus, il est bien connu qu'il parlait araméen. Sa langue, c'était l'araméen. Il n'a jamais parlé hébreu et d'une manière secondaire, il parlait aussi le grec et il devait, un peu, je dirais baragouiner en latin. Mais comme on l'a vu également, même le latin, en vérité, ça vient de l'hébreu. Parce que regardez, dans l'alphabet français, K-L-M-N, ça se suit. Mais en arabe, ça se suit également, en fait. Donc l'alphabet arabe qui, comme on l'a dit, en fait, comme je l'avais dit, comme je l'avais dit en citant, Pierre Rossi, l'araméen est beaucoup plus proche l'arabe est beaucoup plus proche de l'araméen que le français ne l'est du latin. Vous voyez? En fait, l'araméen, c'est le vieux arabe, on pourrait dire, vous voyez? Et en arabe, c'est pareil, K-L-M-N, Kaf, Lam, Mim, Noun, vous voyez? Et même le L, contrairement au Aleph, le L, c'est une lettre qui s'attache, donc ça fait tac, tac, mais vous voyez, écrit, de gauche à droite. Tu fais un trait horizontal et ensuite un trait vertical. Bah, i les dans le comme on l'avait vu dans le latin, dans l'alphabet latin, qui a donné le français, donc le L, ce L, ça vient, oui, ça vient du la le français le tire lui-même du latin, mais en fait, c'est juste ils ont dans le latin, donc il y a dans l'alphabet latin, il y a le L, le lam arabe. Mais c'est juste qu'ils l'écrivent de droit de je veux dire, les arabes, ils l'écrivent de droite à gauche, donc c'est d'abord le trait horizontal, je veux dire, plus ensuite le trait vertical pour former la lettre. Là, chez les dans l'alphabet latin, c'est la même lettre, sauf que c'est écrit de gauche à droite. C'est d'abord le trait vertical et ensuite le trait horizontal. C'est la même lettre qui a été reprise, quoi, écrite à l'envers, quoi, c'est tout le latin donnera le L français. Vous voyez? Pour vous dire, c'est tout vient de l'araméen, quoi, en fait. K-L-M-N, comme dans l'alphabet araméen et arabe. On a Kaf, Lam, Mim, Noun, comme en français, les 4 lettres qui se suivent. Aleph, l'alphabet commence par quoi? Ah, par un A, Aleph, et cetera. Bon, je voulais fai da c'est j'avais dit que c'était un sujet complexe. Donc je vais faire plusieurs vidéos. Mais par exemple, déjà, ouais, il y a une partie que ça va être ça, quoi. Ça va être, toutes les correspondances, quoi. Vous voyez? C'est pareil, on dirait. Tellement il y a de ressemblances avec, entre l'alphabet latin et l'alphabet arabe. Le nouveau araméen, l'arabe, on pourrait dire, vous voyez? Entre l'alphabet grec et l'alphabet arabe
Et c'est pas le grec qui est antérieur, parce qu'on voit les choses comme ça. Vous voyez, comme, Socrate, Platon, c'est, 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc les Arabes, eux, parce qu'on voit les Arabes, vous voyez, on pense que, quand on pense arabe, on pense à islam. Bah oui, mais aussi, bien évidemment, mais c'est quand même un peuple, c'est, il y a une période pré-islamique chez les Arabes, vous voyez? Qui est l'époque araméenne, quoi, en vérité. Mais on voit dans l'histoire, comme elle nous est présentée, on voit l'histoire, donc les Grecs, c'est, -300, -400, -500 avant Jésus-Christ, et les Arabes, c'est +500, +600, les arabo-musulmans. Donc forcément, c'est les Grecs qui ont transmis aux Arabes. Non, c'est pas ça, en fait. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et comme dans le documentaire, Les visages oubliés de Palmyre, donc un documentaire Arte dont j'ai déjà parlé, à un moment, il s'étonne que donc Palmyre, c'est très ancien, ça a 1000 ans, 1500 ans avant, c'est avant Rome, vous voyez? C'est 1500 ans avec Rome, et dans ma première vidéo où je parle des civilisations antiques, c'était, Sainte Sophie, joyau de l'architecture arabe, où je montre l'architecture, moyen-orientale antique, et je le compare au Parthénon, en disant, et au Parthénon et à l'architecture romaine, en disant: «Mais regardez, ce qu'on appelle en vérité style grec ou style romain, 1000 ans avant au Moyen-Orient, il y a déjà ce style-là. Donc c'est pas style grec ou romain, c'est style arabe». Palmyre, ça a été fondé en moins 1500, et tu regardes les plus vieilles, ruines de Palmyre, c'est style grec. Donc c'est quoi? C'est les Grecs qui ont fait retour vers le passé, qui ont pris un vaisseau pour tourner dans le passé et pour, apprendre l'architecture aux Arabes. Non, c'est style arabe, comme l'explique Pierre Rossi dans son livre. Et donc voilà, dans ce documentaire-là, comme je disais, bon, ils auraient dû lire Pierre Rossi et d'autres historiens sérieux. Ils s'étonnent que Palmyre fait du commerce avec Rome, donc la cité riche de Palmyre, qui est antérieure, comme je disais, à 1000-1500, qui a 1000-1500, ans, d'ancienneté par rapport à Rome. Donc ils s'étonnent dans le documentaire comment ça se fait que Palmyre n'est pas sous domination romaine, et que même ils font des échanges, ils sont dans le commerce et tout ça. Vous voyez? C'est qu'en fait, à l'époque même, comme l'explique même Pierre Rossi, on pense que l'Empire romain est dominant. Non, il n'est pas dominant. Il est dominant dans sa partie, on va dire, méditerranéenne, occidentale, vous voyez? Mais il n'est pas dominant dans l'autre partie. Il y a l'autre empire, en fait. C'est ça qu'il explique, Pierre Rossi. Vous voyez? C'est pour ça que, comme je le disais, Pierre Rossi, vous voyez, il y a les étruscologues, les assyriologues, les égyptologues. Lui, il est rien de tout ça. Lui, ou plutôt, il est tout ça en même temps, parce qu'il a, et comme je le disais donc, c'est presque, on pourrait dire, un géopoliticien de l'Antiquité. Il a vraiment, géopoliticien entre guillemets, bien évidemment, parce qu'il a vraiment une vision globale, en fait. En fait, c'est incroyable, en fait. En fait, l'histoire, on a vraiment une mauvaise vision de l'histoire. Et comme je le disais, pour revenir sur ce documentaire-là, Arte, qui s'étonne, à un moment, ils s'étonnent vraiment, hein, les historiens, ils se disent: «On comprend pas, quoi. Palmyre n'est pas sous domination romaine». Vous voyez? Et c'est parce qu'il y avait un autre bloc à côté, on pourrait dire, vous voyez? Il y avait l'autre empire, l'empire oriental, et qui sera même Byzance, en vérité, c'est l'empire oriental. Vous voyez? On dit l'empire romain d'Orient, mais c'est un empire arabe, en vérité. Comme il le dit, même Pierre Rossi l'explique. Il dit: «On pense que Byzance,
c'est des Romains ou des Grecs. En vérité, Byzance, c'est beaucoup des Arabes chrétiens, des Moyen-Orientaux en tout cas, chrétiens. On peut dire arabes, oui. Et même, vous voyez, c'est dans, après je sais pas si c'est dans la Bible peut-être, je sais pas, oui, ça va parler de ça, mais dans, Le Maître et Marguerite de Bulgakov, vous voyez, dans je sais pas si vous connaissez Le Maître et Marguerite de Bulgakov. À un moment, il y a un flashback, il y a une scène à Moscou et à un moment, il y a un flashback et on on retourne, l'écrivain en tout cas nous fait retourner dans l'antique Judée et voilà, on va dire, il réécrit l'histoire du procès de Jésus avec Barabbas, Ponce Pilate et tout ça. Et à un moment, donc quand Jésus est condamné, donc il monte, sur le mont Chauve pour la sentence et en fait, comment dire? Il y a des soldats romains, donc je pense, je sais pas, il a dû prendre ça de la Bible. Je pense que c'est dans la Bible un peu, lui après il l'a développé, je sais pas. Donc c'est voilà, c'est un romancier, donc voilà, il va inventer des petites choses, quoi. Il va rajouter, des petites choses au récit, quoi. Et en fait, donc au début, c'est escorté, il monte au mont Chauve, donc c'est escorté par des soldats romains, mais c'est fermé. En fait, ils ferment le truc, quoi, de l'escadron, je sais pas comment on appelle ça. C'est des cavaliers arabes, en fait. C'est des cavaliers arabes. À un moment, donc il y a le chef comme dans le récit du Maître et Marguerite. Il y a le chef des cavaliers arabes, un escadron de cavaliers arabes qui, en fait, qui arrive avec son cheval. Donc après voilà, lui c'est un romancier, donc il rentre dans les détails et tout ça. Donc il campe son cheval comme ça, devant Ponce Pilate, donc pour dire: «Voilà, je suis là avec ma brigade, quoi». Et donc Ponce Pilate lui dit: «OK, donc vas-y, escorte le convoi», et c'est eux qui ferment, en fait. C'est des cavaliers arabes. Voilà, c'est dans bref, ils sont pas, je sais pas comment on peut dire ça, c'est ils rendent service en échange d'un d'une solde, comme ça, voilà. Donc ils étaient là, ils étaient présents, comment dire? Je sais pas comment expliquer ça, quoi, en fait. Mais donc voilà, c'est des cavaliers syriens de l'époque, cavaliers arabes syriens. Et hem et en fait, voilà. Donc très intéressant, c'était une très, très, très belle rencontre, je dirais. Donc voilà. Bah, oui, parce que voilà, c'est sur ça que je voulais en venir. Donc lui, en plus c'était drôle parce que, donc je lui dis: «Ah, c'est un gros volume et tout». Il me dit: «Donc c'est le Talmud?» Et je dis: «Ah ouais, d'accord, donc c'est même c'est même plus gros que ça, quoi, là, c'est juste un volume». Il fait: «Oui, en effet, il y en a 30 des comme ça». Vous voyez? Il était épais comme ça le bouquin. Il me dit: «Il y en a 30 des comme ça». Et donc voilà, donc c'est le Talmud de Babylone. Et la langue du Talmud de Babylone, la langue dans laquelle ça a été écrit, c'est l'araméen, c'est pas l'hébreu. Après, bien évidemment, voilà, comme je le disais, je reviens sur ce que je disais. Donc voilà, moi, je commence à lui dire: «Oui, bah, oui, en effet, parce que Jésus n'a jamais parlé hébreu, la langue de Jésus, c'était l'araméen. Donc, si Jésus lui-même n'a jamais entendu parler cette langue qu'on appelle la langue hébraïque, donc la langue hébraïque est même postérieure à Jésus». Et donc là, je l'ai un peu troublé. Il réfléchit comme ça, il me fait: «Ah non, 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 du tout, du tout». Il me dit: «L'hébreu, c'était avant l'araméen». Il me dit comme ça. C'est la vision propagée, quoi, c'est la vision, on va dire, voilà. C'est, c'est la vision de ceux qui veulent, par exemple, voir dans les manuscrits de la mer Morte, ceux qui veulent y voir de l'hébreu, alors que c'est de l'araméen. Et c'est comment dire? C'est pas une critique que je lui fais, quoi. Pour eux, même c'est admis, c'est comme ça, en fait. C'est l'hébreu qui a donné l'araméen. C'est ouais, vous voyez? Donc mais il comprenait pas où je voulais en venir. Pour lui, c'est admis, quoi, en fait. Mais je lui dis: «Mais alors comment ça se fait que le Talmud est écrit?» «Je sais, mais vous voyez, je
fais la discussion, quoi et je lui dis: «Mais comment ça se fait donc que le Talmud est écrit en araméen si l'hébreu existait déjà?» Il me dit: «C'est parce que, ça a été écrit à Babylone, au moment de la déportation». Je sais plus s'il a utilisé le mot déportation, parce que je sais pas si lui l'a utilisé, je m'en souviens plus là, mais si, vous savez, c'est ce qu'on entend, en fait. C'est au moment de la déportation des Juifs, des Judéens, des Juifs, à Babylone par Nabuchodonosor, c'est là qu'ils auraient rédigé le Talmud de Babylone. Vous voyez? C'est ça qui est admis, quoi, dans la version. Mais on voit que c'est tiré par les cheveux, quoi. C'est pas ça du tout. D'autant plus que quand tu rentres, quand tu t'examines un peu ce qu'il en est, tu vois que c'est pas ça du tout, quoi. Ça peut pas être ça, bien évidemment. Parce que regardez, je sais pas si vous voyez l'écran là. Vous voyez cet écran là? OK. Donc regardez ça. Voilà. The Aramaic language of the Babylonian Talmud. Donc, vraiment un livre, bien scolaire, quoi. Donc grammaire et après vocabulaire. C'est en anglais. Assez ancien. Regardez. Donc là, il est question d'araméen, bien évidemment, comme je l'expliquais tantôt. Regardez. Vous voyez ça? Vous voyez cette calligraphie-là, là? Comme je l'expliquais, hein, comme je l'expliquais. Ça, c'est de l'araméen. Ça, c'est de l'araméen. Vous voyez? C'est pas de l'hébreu. En plus, voilà les questions Talmud. Vous voyez? Ça, c'est de l'araméen. C'est pas de l'hébreu. Oui, c'est bien un livre d'araméen pour apprendre l'araméen. Voilà. Ça, c'est de l'araméen. Avec une terminaison, féminine venant probablement de l'assyrien. C'est que là, l'auteur, vous voyez, il sait même pas que l'assyrien et l'araméen, c'est de l'araméen les 2 en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça le pire ça, vous voyez? C'est que là, il a pas conscience de ça, vous voyez?
et même il dit que ça vient de l'assyrien, c'est-à-dire que l'araméen vient de l'araméen, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas d'hébreu du tout, en fait. Il y a pas d'hébreu à cette époque-là, il y a pas d'hébreu. C'est incroyable. C'est de l'araméen, ça. Ça, c'est de l'araméen, voyez? Ce qu'ils appellent hébreu, c'est de l'araméen, et c'est quoi l'araméen? L'araméen, c'est de l'arabe ancien, en vérité. C'est juste qu'à l'époque, les lettres ne se liaient pas, parce qu'il y a pas d'encre. Dès que l'encre a apparu et les parchemins, ils ont commencé à les lier, les lettres, et c'est devenu l'arabe qu'on voit, l'arabe qu'au de l'arabe, quoi, qu'on voit aujourd'hui. C'est juste que ça a ces formes-là, cette calligraphie-là, parce qu'il y avait pas de plume avec de l'encre à l'époque. C'était, vous voyez, c'était par exemple sur de l'argile avec un fuseau, l'argile était molle, ils appuyaient dessus pour former les lettres. C'est pour ça que les lettres ont cette forme-là. Par exemple, regardez cette lettre-là, là, pour ceux qui connaissent l'arabe. Par exemple ça là, c'est genre c'est sin, vous voyez? Ça c'est del, ça ressemble, vous voyez? C'est pareil quoi, c'est juste qu'après avec l'encre, ils vont l'allier. Bref, c'est, je dis bref parce que c'est des choses que j'avais déjà dit quoi, que j'avais déjà remarqué. Regardez ça, regardez ça. Le Talmud by Arsène Darmesteter. Je suis parti voir qui c'est quand même. Alors Arsène Darmesteter, né à Château-Salins, Moselle, le 5 janvier 1846 et décédé à Paris le 16 novembre 1888, est un érudit du judaïsme et philologue français. Il était l'époux de la célèbre peintre britannique Helena Darmesteter et le frère du linguiste James Darmesteter. Alors, éléments biographiques, Arsène Darmesteter, né dans une famille juive installée en Lorraine depuis le milieu du XVIIIe siècle et dont les ancêtres sont originaires du ghetto de Darmstadt. Kallmann le père et Serre le grand-père sont relieurs et libraires. L'un des grands-oncles d'Armesteter était scientifique à la cour du tsar de Russie, etc., etc. Il enseigne au séminaire israélite de France. Formation, Institut national des langues et des civilisations orientales, École pratique des hautes études. Voilà, c'est pas un guignol, École normale sup, voilà. C'est pas un guignol d'internet. Donc qu'est-ce qu'il nous dit dans son livre? Alors j'avais vu ça page 13 il me semble. Super intéressant le livre, hein. Mais regardez qu'est-ce qu'il nous dit. À partir d'ici. Hem Cela puis cela nous apporta la Guémara, les commentaires perpétuels, suivant, la Mishna dans toutes ses divisions et subdivisions. Heu, il nous est venu dans 2 formes différentes, dans 2 formes ou rédactions différentes. La première est le travail des écoles palestiniennes. Des écoles palestiniennes, et a été rédigé à Tibérias
aux alentours de 380. Parce que parfois les historiens de l'Antiquité précisent pas, vous voyez? Ils disent, surtout les siècles, quand ils disent 5e siècle, c'est sous-entendu moins 500. Bon là, c'est une date, donc en général tu précises. Mais là, c'est bien 380. C'est pas moins 380. Là, c'est un spécialiste du Talmud, en fait, qui te dit que le premier Talmud, le palestinien, il l'appelle pas le Talmud de Jérusalem. Regardez, c'est incroyable. Il dit: c'est le palestinien». Incroyable, et qui a été rédigé à Tibérias, donc en 380. Oui, parce qu'une petite parenthèse comme ça. Comme je vous l'avais dit, je m'étais abonné à la base de données de la BNF là, sur internet, qu'on appelle, Retro News. Donc un certain prix quand même. C'est un abonnement annuel, j'ai pris, je regardais, en fait, il y a 2 revues. Il y en a une qui s'appelle, la Revue israélite de France, donc qui a duré de, environ 1830 jusqu'à, et qui a été qui a arrêté ses publications, lors du régime de Vichy. Donc qui a duré donc qui a publié pendant près de un peu plus de 100 ans. Je regardais surtout, en fait, ce qui se disait, ce qui se disait, ouais, autour de la Palestine, vous voyez, des plans sionistes dans les années 20, dans les années 30, de la mainmise, comment petit à petit ils ont fait main basse sur la Palestine. Bien sûr, ça parle beaucoup de Rothschild et Balfour. Même à un moment, il y a un petit mot, je tombe sur la rédaction de cette revue, je crois, oui, Revue israélite de France qui s'appelle, je crois, qui donc c'était un petit édito de remerciement, à au baron de Rothschild, pour tout ce qu'il a fait pour les Juifs, et voilà. Et à aucun moment, mais quand je vous dis des dizaines et des dizaines de papiers et d'articles, à aucun moment il y a le mot Israël. Dans leur rédaction même, dans leurs papiers à eux, dans les années 20, les années 30, hein. À aucun moment ils disent Israël. C'est que Palestine, Palestine, Palestine. C'est-à-dire que même les sionistes dans les années 20, dans les années 30, le mot même d'Israël, c'était pas dans leur vocabulaire. Ce qui était dans leur vocabulaire, c'est Palestine. Incroyable. Je voulais faire un petit, ouais, comme ma série là de vidéos, revue de presse, 3 petits points anciennes, et je voulais montrer ces papiers-là. À aucun moment ils disent Palestine. À aucun moment ils disent Israël. Mais pourtant c'est Palestine, toutes les 3 phrases, il y a le mot Palestine. Vous voyez? Ce qu'ils voulaient, c'est la Palestine. Bref, c'était une parenthèse et je la referme. Donc l'un, était le travail des écoles palestiniennes et a été, rédigé à Tibérias aux alentours de 380, donc après Jésus-Christ. L'autre, heu, émane des académies babyloniennes à Sora, Néardéa et Poumbedita, et a été, réduit aux écrits de Hashi et son disciple Rabina, recevant, sa forme finale de José aux alentours de 500. Donc voilà, c'est ça, hein, c'est ça qui est dit, hein. Le Talmud, de Babylone a été rédigé 150 ans après le Talmud de Jérusalem. Donc on est bien là, on est bien sur ces grandeurs, de temps-là, donc 120 ans. La Guémara babylonienne, improprement appelée Talmud babylonien, est plus clair et plus complet que la Guémara palestinienne. Heu,
hem, encore plus, improprement appelé le Talmud de Jérusalem. Donc je répète, la Guémara babylonienne, improprement appelée le Talmud babylonien, est plus clair et plus complet que la Guémara palestinienne, toujours aussi, improprement, appelée, hem, le Talmud de Jérusalem. Vous voyez? Heu, donc voilà, ça confirme encore cette chose-là, vous voyez? Il y a pas de particularisme juif comme ils veulent nous faire croire. Il y a pas de particularisme juif. Il y a pas une langue juive, il y a pas, une terre à proprement, vous voyez, juive comme ça. En plus, c'est drôle parce que eux, tu les entends parler, c'est comme si que, tu sais, vous savez, pardon, l'État-nation, comment, vous voyez, les structures, étatiques modernes, c'est comme si que ils ont cette vision-là, mais pour l'Antiquité. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a un royaume, c'est Israël, avec des frontières bien définies, tu vois, des gardes frontaliers, ouais, tu passes pas, faut montrer le passeport. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est un monde, c'est, tu vois? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Ils appliquent leur vision du monde à nous, actuel, à ce qui à il y a 2000 ans. C'est pas comme ça. Vous voyez? Je sais pas si vous vous saisissez, je sais pas si je m'exprime clairement. C'est pas ça du tout, et d'autant plus que là, c'est historique. Il y a jamais eu Israël tout seul. Israël, c'était le royaume du Nord, et Juda, la Judée, c'était le royaume du Sud, et ça a pas duré très longtemps. Après, dans l'histoire, il y a plus d'Israël, en fait. Donc je sais même pas d'où ils sortent leur grand Israël, qui allait du Jourdain à l'Euphrate. Je sais pas c'est quelle période ça, d'où ils sortent ça. Le royaume de Salomon, je sais pas. Je sais pas d'où ça sort ça. Et donc qu'est-ce que je disais? Je vais vraiment faire, je pense qu'à un moment, je vais faire quelque chose de soutenu, si je puis dire. C'est vraiment un documentaire. Comme je le disais, j'aimerais avoir des compétences, bon, c'est rien de compliqué, hein, c'est juste faut passer un peu de temps comme tout, et vraiment, acquérir des compétences en montage, en vidéo, et je veux vraiment faire un documentaire où je vais, plus ou moins exhaustif, faut pas que ça soit trop chargé non plus, mais ça va être clair, quoi. Ça va être C'est plus que clair, vous voyez ce que je veux dire? Parce que voilà, c'est vraiment quelque chose que c'est des choses, voilà, il y a beaucoup de falsifications, de mensonges, autour de ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà, je vais lire un peu bon là, c'est, Wikipédia, hein, donc Talmud de Jérusalem. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, pour confirmer, quoi. Donc là, on est sur, Library, of Congress, donc Babylonian Talmud. Donc Talmud, babylonien. Ouais, on va prendre une page, peu importe. Donc c'est plutôt un original là, plutôt une copie ancienne. Voilà, voilà. Ça, c'est de l'araméen, vous voyez? Ça, c'est de l'araméen. Donc ce qu'ils appellent langue hébraïque, c'est une langue, comme je le disais, médiévale, parce que Maïmonide, sa langue, en vérité, c'est l'arabe. Certains parlent de judéo-arabe déjà. Donc c'est pour dire même que, vous voyez,
veulent déjà, c'est vrai, hein, c'est il y a rien, je lisais de nombreux papiers, certains parlent d'une langue médiévale qui serait du judéo-arabe et ça serait comme quoi ça serait la langue de Maïmonide. Non, la langue de Maïmonide, c'est l'arabe. Il y a pas de judéo-arabe, c'est juste qu'à l'époque, vous voyez, il y a pas de normes, chacun écrit l'arabe comme il veut, en fait. Donc il y en a, ils ont encore gardé ce truc-là, là, cette calligraphie-là, un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils commencent à relier les lettres, mais ça ressemble à tu sais, vous savez, ça ressemble un peu toujours à ça, quoi. Voilà, là, comme là, en fait. Vous voyez? Déjà là, ça a évolué là. Vous voyez? Elles commencent à se relier les lettres. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qu'eux, ils appellent donc la langue hébraïque, qui a été développée au c'est une langue purement médiévale. Ils reprennent de cette calligraphie, mais eux, ils font le contraire carrément. Ils les ont, parce que vous voyez là déjà ça commence à se relier. Eux, ils les ont séparés les lettres, vous voyez? Ils ont fait un retour vers le passé quoi, eux. Alors que la langue, elle avait déjà évolué quoi. Bref, voilà donc ça c'est bien de l'araméen quoi. Donc je sais pas si ça je sais pas quand ça a été c'est une copie de quelle époque, vous voyez? Voilà, c'est de l'araméen. Là, en séparé, vous voyez là, en gros et gras là, c'est séparé, mais dans le texte là, parce que là c'est écrit, hein. Vous voyez dans le texte, vous voyez les lettres commencent déjà à se relier. C'est juste qu'après les arabes, vous voyez? Les arabes, bédouins, eux, ils ont eu leur calligraphie coranique qui se reliait et ça, c'est les restes en fait. C'est certaines communautés religieuses, donc la juive, qui sont restées à l'araméen ancien, à l'arabe ancien, vous voyez? C'est juste ils étaient pas à la page, si je puis me permettre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la vérité et petit à petit, l'arabe, c'est, bien évidemment, on pouvait plus, bon là, c'est relié, mais tout de même, vous voyez, c'est pas fluide à écrire. Là, on voit qu'ils essaient de les relier les lettres, mais c'est pas simple. Vous voyez, il faut modifier la calligraphie. Ce que les arabes bédouins ont fait avec la révélation. Vous voyez, ils sont passés directement aux belles lettres, que tu peux écrire et tout et c'est un art en plus. Comme chez les Chinois, chez les Japonais, quand l'encre est apparue, c'est devenu, ouais, ce qu'on appelle la calligraphie. Donc ils ont commencé à calligraphier des belles lettres qui se reliaient. Eux, ils s'en sont pas là encore. Et c'est juste ça la différence. Mais ça, c'est de l'arabe, c'est de l'araméen. C'est incroyable. On va lire un peu là, ce que nous dit, Wikipédia. Le Talmud de Jérusalem. Voilà, donc lui, bon, ils ont pas bien évidemment, ils ont pas compris quoi. Et eux, c'est hébreu. Est une somme de commentaires et de discussions rabbiniques sur la Mishnah depuis le 2e siècle jusqu'au 5e siècle. Contrairement à ce que son nom laisse entendre, il n'est pas rédigé à Jérusalem, fermé aux Juifs après les guerres et révoltes contre l'Empire romain, mais dans les académies talmudiques de la terre d'Israël, qui se trouvent pour la plupart en Galilée. D'où les appellations, bon bref, ça c'est de la flûte. Je pense que même eux, ils n'ont pas compris ce qu'ils ont écrit. Le but du Talmud de Jérusalem est de rassembler les enseignements dispensés, dans les académies et autres cercles d'études sur la Mishnah, première cristallisation de la tradition orale rabbinique compilée au 2e siècle. Outre les préceptes des docteurs de la Mishnah, le Talmud de Jérusalem se fonde principalement sur leurs commentaires par Yohanan bar Napaha et Shimon ben Lakish, lequel est ensuite discuté par leurs disciples et les disciples de ceux-ci au cours de plusieurs générations. Tout au long de cette tâche, les rabbins opérèrent dans la clandestinité,
au vu des décrets de l'empereur Hadrien interdisant l'étude des textes juifs à la suite de la révolte de Bar Korba. Devenu byzantin en se christianisant depuis la conversion de Constantin Ier en 313, les Romains sont doublement hostiles à ces enseignements qui ne reconnaissent ni la souveraineté politique impériale, ni la religion chrétienne adoptée par l'Empire. La persécution des Juifs se durcit encore sous le règne de Théodose II, qui fait démolir nombre de synagogues et à la suite de ces pressions, les derniers grands savants de Syrie-Palestine, Rav Mana et Rav Yossi, rédigèrent le Talmud de Jérusalem vers l'an 400 de l'ère chrétienne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très récent. Écrit dans un mélange d'hébreu et de judéo-araméen occidental. Là, ils savent pas de quoi ils parlent, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Écrit dans un mélange d'hébreu et de judéen et de judéo-araméen occidental. Le Talmud de Jérusalem couvre l'ensemble des traités de la Mishnah, contrairement au Talmud de Babylone élaboré 2 siècles plus tard. Mais vous voyez comment c'est récent en vérité? Ça a 400 ans environ. Bon, l'auteur Arsène, je sais plus son nom là, qu'on a vu tantôt là. Donc lui, il a dit 380 et 500 pour le Babylone, pour celui de Babylone. Mais vous voyez comment c'est récent en fait. Et c'est pas écrit en hébreu, c'est en araméen. Araméen, comme on l'a vu tantôt. C'est-à-dire que ce qu'ils appellent langue hébraïque, c'est une langue médiévale, donc c'est après ça. Les premières copies du Talmud, autant babylonien que celui de Jérusalem, ont été écrits en araméen. C'est-à-dire que à cette époque-ci, donc en 400, 500 de notre ère, il n'y a pas d'hébreu, ça n'existe pas. Vous voyez la chose? Et c'est même encore postérieur à ça. Comme je le disais, Maïmonide, c'est 1000-1100. La langue de Maïmonide, c'est l'arabe. Et lui, il était grammairien. C'est l'un des premiers qui a commencé à vouloir élaborer une langue liturgique pour les Juifs. Petit à petit, ça a donné ce qu'ils appellent langue hébraïque. Vous voyez? Donc leur langue hébraïque sur laquelle ils s'appuient pour vouloir inventer un passé imaginaire juif pour prendre contrôle de la Palestine, contrairement à ce qu'ils affirment, c'est une langue ancestrale qui a 5000 ans. Non, ça a même pas 1000 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même incroyable. Mais c'est la vérité, c'est ça. On va regarder le Talmud de Babylone. Le Talmud de Babylone, aussi appelé Talmud Bavli, est l'un des 2 Talmuds existants, avec le Talmud de Jérusalem, aussi appelé Talmud Yerushalmi. Yerushalmi. Chalgoumi, ça me fait penser un peu à Chalgoumi. Yerushalgoumi. Compilé autour du VIe siècle de notre ère au sein de la diaspora juive du Moyen-Orient. Compilé autour du VIe siècle de notre ère au sein de la diaspora juive du Moyen-Orient. Les traités du Talmud de Babylone sont regroupés, tout comme la Mishnah qui en forme le socle, en 6 ordres appelés Shisha Sedarim, en abrégé Shas. Shas. Chaque traité aborde un thème principal et de très nombreux autres thèmes aussi variés qu'inattendus. Histoire du Talmud de Babylone.
après la compilation de la Mishnah vers 200, bah, regardez, même la Mishnah, je crois que c'est ce qui est à la base du Talmud, c'est même récent, en fait. Les sages entreprirent d'approfondir et d'élargir son étude à la fois en terre d'Israël, ce qui donna lieu au Talmud de Jérusalem, et dans la diaspora dite babylonienne, Talmud de Babylone. Ces sages sont appelés les Amoraïm, soit les commentateurs, et la référence à Babylone renvoie aux académies talmudiques en Babylonie, Ctésiphon, Néardéa, Nisibis, Maosa, Pumbedita, Séleucie ou Soura, et plus tard Damas et Bagdad. Ainsi dénommé souvenir du Galut Babel, exil à Babylone, désignant la diaspora en général, soit au quartier Caïrot de Babylone où la synagogue Ben Ezra fut un lieu de compilation des textes judaïques autour du VIe siècle et par la suite. En fait, regardez, c'est incroyable. Donc là, diaspora, bref. Mais on entendait même, comme je le disais tantôt, bon bref, voilà. Là, je poursuis juste pour terminer sur ce papier, voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Encore une fois, ils savent pas de quoi ils parlent, quoi. Donc maintenant, ils parlent de judéo-grec. Le Talmud de Babylone, compilé au sein de la diaspora juive, est très complet, bien connu et aussi plus étudié que le Talmud de Jérusalem, surtout suivi par les judéo-grecs. Ah bon, non, c'était pas la langue, pardon, c'était un groupe de population. Groupe juif aujourd'hui presque disparu. Le Talmud de Babylone est écrit en araméen mêlé d'hébreu, et l'ordre des divers sujets qui y sont traités fut fixé à différents moments par les Amoraïm. Le premier traité fut imprimé en 1475. En 1520, pour la première fois, l'intégralité du Talmud babylonien fut imprimée à Venise. Mais vous voyez, en fait, comment finalement, c'est même plus récent que que moi-même, je pourrais en penser. Je disais 1000 ans, ça se trouve. Ce qu'on appelle la langue hébraïque, là, ça se trouve, ça a 500 ans, en fait. C'est incroyable. Mais voilà. Et encore, bien évidemment, ça, c'est, bon, là, ils ont pas compris de quoi ils parlent. Écrit en araméen mêlé d'hébreu. Vous voyez, ça, c'est le côté des gens, ouais, quand des gens ils parlent de ce qu'ils savent pas, en fait. Mais voilà, c'est ça que je disais. On a entendu, et je reviens sur mes propos de départ, j'en avais parlé, que, vous voyez, il y a un lien entre le Talmud de Babylone et la déportation des Judéens par Nabuchodonosor. Et ça s'est vu, donc c'est, je sais pas, moins 700, moins 800, moins, je sais pas, moins 500. Et c'est là qu'ils auraient commencé à rédiger le Talmud. Non, 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 du tout, du tout. Nabuchodonosor, il est mort il y a très très longtemps. Ils ont commencé à rédiger ça, pas en moins 500, en 500 de notre ère, en 500 après Jésus-Christ. Il y a des communautés, comme ils disent, un peu partout dans le Moyen-Orient, comme on vient de le lire dans ce papier du Wikipédia. On parle de diaspora juive. En fait, il y a pas de diaspora juive, il y a pas de diaspora, c'est que je sais pas, tu parles d'une diaspora, vous voyez ce que je veux dire? C'est très étrange de parler de diaspora, tu parles d'une diaspora, ouais, la diaspora, je sais pas, arménienne, dans le monde, vous voyez? Diaspora arménienne, oui, bah, arménien, c'est pas une religion, c'est arménien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un groupe ethnique. Ou diaspora, je sais pas, sénégalaise, en France, aux États-Unis, au Canada, diaspora, je sais pas, égyptienne, diaspora vietnamienne, diaspora juive, toujours dans cette logique de comme quoi, vous voyez, un peuple, une religion, une langue, un État. Mais c'est pas ça du tout, il y a pas de diaspora juive. Il y a des communautés juives dans tout le Moyen-Orient, depuis longtemps, sous l'Antiquité. Comme je le disais, à Médine, quand le prophète arrive à Médine, il y a 3 tribus juives, dont une carrément bref, qui a des noms arabes, quoi. Purement des noms arabes.
C'est juste le judaïsme, en fait, c'est une religion. Vous voyez, c'est pas un groupe humain, ethnique. C'est pas,